Salut à tous, merci de rejoindre Africanité, le magazine Culture et Société de TV5 Monde. Ce mois-ci, nous abordons le thème des femmes de pouvoir en présence et en compagnie de notre Candace favorite, de notre pharaone absolue, Lise-Laure Etia, pour une incursion nouvelle et cinématographique. Rendez-vous dans quelques poussières de secondes qui ne sont rien à l'échelle de l'éternité. À nos côtés également, Christian Eboulet, pour nous faire partager ses coups de cœur en matière livresque. Vous l'avez bien compris, une émission dense, pétillante, nous l'espérons, autour donc de l'actualité, du livre, du cinéma, mais également de la musique. Nous aurons le privilège, l'insigne honneur d'accueillir une jeune sensation éprouvée sur le giron de la musique pop internationale africaine. Elle est originaire du Cameroun, c'est Charlotte Dipanda, au cœur de l'actualité panafricaine. Et rendez-vous notamment dans une salle parisienne mythique. Notre émission aujourd'hui, vous l'avez compris, est entièrement dédiée aux femmes. Ceci en présence de notre grand témoin, Evelyne Tal. Bonjour. Bonjour. Bonsoir, ça dépend des latitudes. Vous savez qu'on est diffusé dans la mondialité. Tout à fait. Soyez la bienvenue sur ce plateau d'Africanité. Merci beaucoup. Vous êtes la directrice générale adjointe du groupe EcoBank, qui est l'un des géants du continent, l'un des principaux réseaux bancaires du continent africain. Alors, on va bien sûr découvrir votre itinéraire extrêmement dense, mais peut-être auparavant sonder quelques-uns de vos goûts artistiques, culturels. Vous confessez avoir à la fois une appétence pour Brel, pour Youssou N'Dour, pour le théâtre Sorano de Dakar. Est-ce qu'on a le temps, lorsqu'on préside, lorsqu'on dirige un groupe qui pèse des milliards de dollars, d'écouter de la musique, d'aller au théâtre, de lire? On n'a pas beaucoup de temps, malheureusement, mais je voyage beaucoup. Donc, dans les avions, j'écoute beaucoup de musique. Je lis de moins en moins, mais je prends le temps de lire. Alors, je pense que sous la guidance de Monsieur Eboulet, nous irons tout à l'heure faire quelques incursions littéraires. Auparavant, je propose de découvrir avec nous le portrait qu'Africanité a dressé de vous. C'est ici à Dakar, sur ces côtes sénégalaises qui bordent l'océan Atlantique, qu'Evelyne Tal a passé les premières années de son enfance. Je venais ici souvent lorsque j'étais petite, puisque j'ai grandi dans le quartier en face. C'est là que j'avais les grandes pensées, ce que je définissais comme les grandes pensées. Refaire le monde en face de l'océan. C'est un rapport très physique avec l'océan. J'ai besoin de l'océan. Et ça me redonne de l'énergie, ça m'aide à repartir. C'est le chargé de communication. Besoin de l'océan, certes, mais peut-être davantage de sa mère, une maman chez qui Evelyne Tal se rend systématiquement dès qu'elle rentre à Dakar. Issue d'une fratrie de 10 enfants, Evelyne a hérité de ses parents, tous deux enseignants à la retraite, le sens des responsabilités et le goût du travail bien fait. Mes parents me disaient que même si votre travail finalement c'est de balayer la rue, il faut être le meilleur balayeur. Donc tout ce que je fais, j'essaie de le faire bien parce que c'est comme ça que j'ai été formatée. Je suis l'aîné, elle est l'aînée des filles. Et dans nos familles, c'est quelque chose de très important parce que c'est une responsabilité importante. Et je pense que je l'ai joué un mauvais tour parce que moi, je suis allé à l'école militaire à l'âge de 10 ans et elle a dû assumer la double responsabilité d'aînée des filles et d'aînée de la famille pendant toute ma scolarité. Et donc, du coup, je l'en suis très reconnaissant et ça a soudé nos relations. Merci. Bonjour, papa. Comment vas-tu, toi? Je vais bien. L'année où elle devait aller à l'école maternelle et qu'il n'y avait pas d'école maternelle là où nous étions, elle a pleuré à chaudes larmes et elle a lancé cette phrase. Tout le monde n'a qu'à se préparer. Même les arbres n'ont qu'à se préparer quand j'irai à l'école. Après de brillantes études à Dakar et à Paris, Evelyne Tal rentre au Sénégal pour aider ses parents. Elle intègre alors la Citibank où, durant 17 ans, elle gravit patiemment les échelons. En 1998, elle est recrutée comme directeur général adjoint de la filiale malienne d'EcoBank, aujourd'hui premier groupe bancaire panafricain. Mère de 2 enfants, elle mène alors de front sa vie de femme et sa carrière professionnelle. Ma maman travaillait aussi le dimanche, donc je ne la voyais pas souvent. Et tous ces moments qu'on avait pour nous seulement le week-end, on ne les a plus eus. Atteindre ce stade dans une banque, c'est pas facile.
Ensuite, atteindre ce stade dans une banque en tant que femme, c'est encore moins facile. Et troisièmement, atteindre ce stade dans une banque en tant que femme africaine. Là, j'étais fière. Quand j'ai réalisé ça ce jour-là, j'étais fière d'elle. C'était une mère et c'était une travailleuse en même temps. En octobre 2000, Evelyne Tall prend la tête d'Ecobank Sénégal. 5 ans plus tard, elle dirige l'ensemble des filiales du groupe pour l'Afrique de l'Ouest. Evelyne est une très grande professionnelle, perfectionniste, elle est intelligente et elle travaille beaucoup. Ecobank est à l'origine quand même d'une success story. D'abord de la banque et des entrepreneurs africains qui les accompagnent. En ce sens, Evelyne et Ecobank, c'est une très belle histoire. Une belle histoire qui se poursuit toujours. En effet, depuis octobre 2011, Evelyne Tall est le numéro 2 du groupe Ecobank, institution leader dans son secteur, et désormais présente dans plus d'une trentaine de pays africains. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde. Le thème ce mois-ci, les femmes de pouvoir. Vous pouvez vous renseigner, vous pouvez échanger, vous pouvez réagir sur notre site tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux. Evelyne Tall, je sens que vous êtes empreinte d'émotion. Vous venez de voir des images qui ne vous laissent pas insensible, j'imagine. Votre famille, ce soutien, cet accompagnement? Oui, en fait, ça montre bien qui je suis. Et je pense que je peux dire que sans ma famille, je ne serais pas là où je suis. Tout ce que j'ai pu réaliser a été fait grâce à ma famille. Et pour moi, je réalise qu'il y a eu beaucoup de soutien, c'est vrai, beaucoup d'efforts, quelquefois de la souffrance. Mais ma famille est le noyau de ce que je suis devenue. Alors Evelyne, je me suis amusée à voir le nombre d'années que vous avez passé à la banque, 30 années. Alors quels sont les préjugés que vous avez dû affronter en tant que femme? D'abord, je pense que j'ai eu des responsabilités assez tôt, dans un milieu très masculin. Il est toujours très masculin, le milieu de la banque, le milieu financier. Mais imaginez-vous, dans les années 85, quand on a un jeune qui vous dit « c'est moi qui suis responsable de vos finances » ou « c'est à moi qu'il faut parler pour financer un bateau de riz », quand la personne est jeune et homme, vous êtes un peu curieux, on va dire. Quand c'est une femme, c'est un peu plus difficile. Donc cette curiosité devant une personne jeune qui traitait de choses aussi sérieuses et puis qui manipulait des chiffres, d'abord ça. Ensuite, un peu de résistance par rapport à l'autorité. Mais je crois que pour moi, ces préjugés, la résistance que j'ai eue, j'ai pu régler cela en ayant un discours toujours professionnel. Une fois que vous êtes crédible, croyez-moi, la personne, les choses se remettent en ordre et la personne donc travaille avec vous sans problème. Un peu plus grave peut-être, et je m'en suis rendu compte avec le temps, c'est cette résistance peut-être inconsciente. Parce que autant on arrive à apprécier la qualité du travail d'un homme, aussi bien que d'une femme, mais dès qu'on sait que c'est une femme, on arrive très peu à se dire qu'une femme au pouvoir est une femme, on va dire, sympathique. Tout de suite, on va dire oui, c'est bien, mais elle est un peu arriviste, elle est froide. On m'a souvent dit que je ne souris pas parce que les gens me voient en situation où je n'ai pas l'occasion de sourire, mais j'aime bien rire, j'aime bien sourire. Mais tout de suite, on vous colle des choses à la peau. Donc cette perception est quelquefois un frein et un écueil pour certaines femmes qui veulent accéder à des postes de responsabilité. Alors justement, vous parlez de postes de responsabilité. En Afrique, beaucoup pensent parfois que pour réussir, il faut avoir recours au gris-gris. Certains pensent, y compris à la promotion canapé. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire à tout cela, à tous ceux qui croient que la réussite n'est pas liée au travail, aux efforts, à la rigueur au quotidien? Je ne sais pas si beaucoup de gens pensent cela en Afrique. Est-ce que ce n'est pas encore des images qu'on a de l'Afrique? Pour ceux qui le penseraient encore, et j'espère qu'ils sont en minorité, il y a assez d'exemples de professionnels africains, et en l'occurrence de professionnels africaines, qui ont démontré qu'ils ont pu gravir les échelons par leur mérite. Dans mon cas,
Et vraiment, je le dis avec beaucoup d'humilité, mais je suis très, très fière de dire que tout ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, c'est grâce à mon travail, à de la rigueur, à beaucoup d'efforts, des années et des années d'efforts, et c'est grâce au mérite. Donc c'est grâce au mérite que l'on peut atteindre un certain niveau, mais surtout y rester. Evelyne Tal, on le voit dans de nombreux registres, les femmes s'expriment aujourd'hui et témoignent de l'excellence dans tous les compartiments de l'existence. Vous êtes dans le domaine de la finance, de l'économie. Je vais vous permettre de découvrir maintenant une jeune artiste dont on entendra, à mon avis, beaucoup parler. Elle est sud-africaine. Elle a grandi dans ce qu'on appelle les townships, les ghettos sud-africains, du côté du Cap, bord de mer. Et sa voix est musicale et du côté de l'opéra. Très surprenante, elle s'appelle Phumeza. Regardez. Elle s'appelle Phumeza, originaire d'Afrique du Sud, sur les traces d'une grande cantatrice dont vous pourrez choisir le nom, Barbara Hendricks ou quelques autres. Son répertoire favori est celui du compositeur italien Puccini. Elle a grandi en Afrique du Sud, le pays du Kwaito. Alors Evelyne Tal, on le voit, la forme d'expression culturelle est souvent aux avant-postes de l'émancipation. On a vu Myriam Makeba et quelques autres égéries pour la jeunesse africaine incarner un symbole. C'est un symbole aussi pour vous qui occupez d'autres fonctions? Absolument. Pour moi, quelqu'un qui vient d'Afrique du Sud, je ne connais pas son passé, mais c'est un pays difficile. Un pays difficile pour les Noirs, pour les femmes noires. Je pense qu'elle représente un symbole très fort. Elle est très prochainement au cœur d'une tournée mondiale attendue sur les plus belles scènes de l'Europe ou des États-Unis. Restez fidèles à Africanité, on vous tient au courant au moment où nous accueillons une passionnée d'art, de culture, mais pas seulement. Christine Kelly, soyez donc la bienvenue. Merci, je suis ravie. Vous êtes journaliste, écrivain, présidente de la fondation Cas d'urgence que vous avez créée, qui est dédiée notamment à l'aide des familles monoparentales. Vous êtes ancien membre du CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel que vous venez de quitter. Au regard de vos denses expériences dans de nombreux secteurs d'activité extrêmement pointus, vous avez accédé aux arcanes du pouvoir. Est-ce que vous diriez que ceux-ci sont encore empreints, on va dire, de misogynie? Oui. Il y a une autre question? Oui. Et comment s'en défait-on? Non, mais je rigole, mais oui, avec un grand oui. Et c'est incroyable de voir à quel point, lorsqu'on est effectivement à un poste de pouvoir, on est tout de suite stigmatisé parce que femme. Tout de suite stigmatisé parce qu'on a des talons, tout de suite stigmatisé parce qu'on a un rouge à lèvres. Et c'est lamentable. Et malheureusement, on doit se battre 2 fois plus, on le sait, on le dit tout le temps, lorsqu'on est une femme, pour sa légitimité, pour sa crédibilité, montrer des dents, grimacer, montrer qu'on peut faire mal, même si on n'est pas très méchante, juste pour se faire respecter. C'est dommage qu'on puisse en arriver là. Je dis souvent cet exemple. Lorsqu'on est les femmes politiques, par exemple, on les appelle souvent par leur prénom, et les hommes politiques, on les appelle par leur nom. Manuel Valls, on va dire. Par contre, on va dire Ségolène, on va dire Najat. On n'appellera jamais Manuel. C'est l'ancienne journaliste qui parle. Hein. Non, c'est pour montrer à quel point la misogynie, elle est partout. Et c'est une vraie réalité, effectivement, dans les arcanes du pouvoir. Alors, Christine, l'un de vos combats quand vous étiez au CSA a été la visibilité du sport féminin dans les médias. On est toujours loin du compte. On est loin du compte. Il n'empêche qu'on a fait un grand pas. Et il faut constater quand même ce pas. C'est un escalier qu'il faut gravir pas à pas, mais à chaque fois consolider les marches. On va dire qu'on est sur la 2e marche de grand escalier. On était à 7% seulement de retransmission sportive à la télévision, dans les médias, sur le sport féminin. En 2 ans, on est passé à 15%. Et il y a une véritable prise de conscience. L'autre jour, je regardais la télévision, je zappe le week-end dernier, et je vois justement les résultats de foot masculin et les résultats de foot féminin. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a encore 1 an. Donc ça, ce sont des avancées, des prises de conscience même au sein des rédactions, et ça m'a appris beaucoup de choses, ces 24 heures du sport féminin, à fédérer autour d'une même cause. Alors Christine, vous êtes une hyperactive, je crois que vous n'en disconviendrez pas. Vous venez de lancer une initiative qui aboutira probablement dans les années à venir, c'est un musée des médias en Europe. Vous avez de nombreuses causes, Amobé l'a rappelé tout à l'heure, vous présidez votre fondation Cas d'urgence. Est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas la politique, par hasard?
Et est-ce que on a forcément besoin de faire de la politique? J'adore votre question parce que souvent on me la pose, cette question. Alors que, vous le savez, j'ai refusé des postes au gouvernement. Peut-être qu'un jour ça viendra, peut-être qu'un jour j'en aurai envie, peut-être qu'un jour l'occasion se présentera. Mais c'est clair que ça n'est pas mon objectif. Et je pense que lorsqu'on fait de la politique, c'est pour faire bouger les lignes, pour aider le citoyen, pour être dans l'action. Et je pense qu'on peut être dans l'action sans forcément faire de la politique. Et c'est là où est la clé. Lorsqu'on fait une fondation, je peux vous dire que, franchement, rendre une femme heureuse ne serait-ce qu'un instant, rendre un enfant heureux ne serait-ce qu'un instant, faire bouger les lignes pour que leur vie change, je peux vous dire que moi, ça m'émeut à un plus haut point. Le Musée européen des médias, vous en parlez, arriver à faire de l'éducation aux médias à des enfants, mais j'en ai des frissons quand j'en parle. Ça, si ce n'est pas de la politique, je ne sais pas ce que c'est. Evelyne Tan, je vous prends à témoin, elle n'a pas complètement dit non. Hein. Et d'ailleurs, il y a un parallèle qu'on peut établir avec Michaël Jean, hein, qui est journaliste comme vous. Au départ, j'ai eu la chance de la connaître, moi, à la fin des années 90. Elle était journaliste, et la voici donc aux avant-postes, on peut le dire, de la francophonie. De la francophonie. Alors, je propose, Evelyne Tan, en partageant avec vous un regard sur l'engagement des femmes, leur émancipation, de découvrir ce sujet qui retrace l'histoire des femmes de pouvoir en Afrique et dans sa diaspora. Un reportage édifiant qui est pétri d'enseignements. Regardez. Quando não tem força nem inteligência para vencer a guerra contra os portugueses, eu vou lá estar para defender o meu povo quando Mbandi cair. Fala só, Mbandi. Que pedido é esse? Preciso que vás a Luanda tratar a paz com Mundele. M. Eu? Sim. Tu és a Mucuz de Angola, Xinga. Nosso pai teria escolhido a ti para esta missão. Elle s'appelait Nzinga. Reine du Ndongo et du Matamba, elle a marqué l'histoire de l'Angola du XVIIe siècle. À la fois guerrière et diplomate, la reine Nzinga a longtemps résisté à la conquête coloniale portugaise et hollandaise. C'est un personnage extraordinairement complexe, qui était certainement très intelligente, qui a très bien compris que le rapport de force était difficile. Elle a négocié avec les uns et avec les autres. Et tantôt avec les uns, tantôt avec les autres. Elle a fait la guerre, elle leur a tenu tête pendant très longtemps. Et c'est d'ailleurs elle qui a inspiré la reine, la mère de Tchaka, le Zoulou, donc en Afrique du Sud. Le modèle qu'elle a voulu imposer est sorti des frontières de l'Angola pour arriver jusqu'en Afrique du Sud. Comme beaucoup d'autres avant elle, la reine Nzinga s'inscrit dans une longue lignée de monarques et d'héroïnes d'Afrique et de la diaspora. En effet, dès l'Antiquité égyptienne, des femmes de pouvoir comme Hatshepsut, Néfertiti ou encore Cléopâtre ont émergé sur le continent africain. Elles incarnaient tout le pouvoir, temporel et spirituel. Dès la fin de l'Égypte pharaonique, empires, royaumes et cités-États se succèdent en Afrique subsaharienne. Tout le royaume sait que cette prédiction qui dit que le fils de Tassogolon deviendra empereur, c'est une invention pure. La prédiction deviendra pourtant réalité. Né infirme à la fin du XIIe siècle, Soundiata Keita, le fils de Sogolon Kondé, sera en effet le fondateur de l'Empire du Mali. Une gageure qu'il doit en particulier au pouvoir magique et aux conseils avisés de sa mère. Un siècle plus tard, une autre mère, la princesse Yenenga, guerrière intrépide et femme indépendante, donne naissance au fondateur de la dynastie des chefs Moussé, dans l'actuel Burkina Faso. Que ceux-là qui ont écrit l'histoire de l'Afrique appartenaient à des sociétés où la femme était exclue de l'espace politique. À l'arrivée, les femmes ont participé au pouvoir. Certaines ont été des leaders. Nous avons 3500 ans de présence féminine dans l'espace politique, 3500 ans avant Jésus-Christ. Des femmes de pouvoir qu'on ne voyait pas, mais qui avaient beaucoup de pouvoir, c'est ce qu'on appelait très souvent dans beaucoup d'organisations politiques les mères du chef ou les mères du roi. Alors la mère du roi, ça pouvait être la mère biologique, mais en réalité c'était une femme de statut princier, aristocrate, très proche du pouvoir royal, de la génération de la mère biologique. Beaucoup. Le moment est venu pour toi d'être la mère de mon peuple. Au XVIIIe siècle, toujours en Afrique de l'Ouest, Pokou, princesse Ashanti, fonde le peuple baoulé, qu'elle guidera ensuite dans l'actuelle Côte d'Ivoire. Reine Abla Pokou, c'est un honneur pour mon peuple et moi
d'être allié à la puissante et juste reine que tu es. Autre figure héroïque, celle de la mulâtresse Solitude. Pour avoir combattu aux côtés des hommes contre le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe par Napoléon Bonaparte, elle sera conduite à l'échafaud en novembre 1802. Ô Solitude! À la même époque, des femmes soldats formaient les troupes d'élite qui contribuèrent à la puissance du royaume de Dahomey. Isolées dans les palais royaux, ces Amazones consacraient leur vie aux guerres de conquête et à la protection du roi. Il faut dire que le système d'amazonisme du Dahomey est basé sur les gades, c'est-à-dire les femmes, filles royales de la famille. Et d'autre part, vous avez les esclaves qui sont robustes, qui sont certaines choses, qui travaillent pour le royaume aussi, pour agrandir le royaume. Redoutables guerrières, elles s'opposèrent également à la pénétration française à la fin du 19e siècle. Les Amazones ne devaient pas se marier, elles étaient célibataires, elles restaient Amazones pendant une vingtaine d'années. C'était un corps d'élite, un corps militaire d'élite, très fidèle au roi, qui impressionnait beaucoup, évidemment. Durant la colonisation, les femmes vont être écartées des cercles du pouvoir. Elles seront pourtant nombreuses à combattre aux côtés des hommes pour l'indépendance de leur pays. Ce fut notamment le cas de Fumilayo Ransome Kuti, la mère du célèbre chanteur nigérian Fela Kuti, mais aussi d'Awa Keïta au Mali, Gisèle Rabessala à Madagascar ou encore Myriam Makeba en Afrique du Sud. Toutes seront cependant tenues à l'écart de la vie politique, une fois le pays libéré du joug colonial. C'est Africanité que vous regardez sur TV5 Monde et ce mois-ci nous évoquons le thème des femmes de pouvoir, les femmes d'Afrique et de sa diaspora que vous pouvez bien sûr intensément redécouvrir sur notre site internet tv5monde.com ainsi que sur tous les réseaux sociaux au moment où nous accueillons une nouvelle invitée. Sylvia Serbin, soyez la bienvenue. Merci. Vous êtes journaliste et historienne, auteure d'un merveilleux ouvrage baptisé Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire. C'est en fait une fresque historique absolument féminine qui s'étend donc de l'Antiquité jusqu'à quelques encablures du XXe siècle. Je vous présente notre invitée fil rouge, comme on dit, c'est Evelyne Tal, à qui j'ai finalement envie de demander, mais là on parle de ces héroïnes, la reine Pokou, la reine malgache Rana Velona III et d'autres encore. Au-delà de votre maman, est-ce que vous avez des muses d'inspiration, des modèles ? Oui, je pense que plus proche de chez moi, et c'est certainement dans votre livre, les femmes du Wallo, qui ont résisté aux colonisateurs. Je pense que vous en parlerez. Et au début du XXe siècle, Aline Sitoé Diatta. Donc les femmes ont participé à un certain combat. Cependant, ce que je pense, c'est qu'il n'y avait pas la masse critique pour qu'elles puissent avoir un impact durable à ce moment-là. Mais il est essentiel que des historiens puissent remettre les choses en place et nous rappeler les faits historiques et le combat que ces femmes ont mené avant l'indépendance, pendant la guerre d'indépendance et jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, Sylvia, votre livre « Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora noire » retrace ces siècles d'histoire où des femmes ont souvent occupé des postes de responsabilités importants dans les plus hautes sphères, dans des sociétés souvent matriarcales, en tout cas majoritairement matriarcales pour certaines. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que par rapport à ce passé-là, il y a un recul et comment dire, c'est que ce n'est pas toujours des sociétés matriarcales, hein, parce que du nord au sud de l'Afrique et dans différentes aires culturelles, il y a eu des femmes, elles pouvaient être de l'élite ou du peuple, qui à un moment se sont senties investies d'apporter une certaine réponse à leur société, notamment en période de crise, et qui étaient totalement acceptées par la société, parce que ce n'était pas la notion de genre qui importait à l'époque, mais c'était surtout la réponse que ces femmes pouvaient apporter. Donc on a eu effectivement des reines qui avaient été préparées pour assumer le pouvoir. Au Sénégal, donc je reviens sur Ndaté Yala aussi, qui a lutté contre Faidherbe au moment où la France cherchait à coloniser le Sénégal au 19e siècle. Donc la reine Zinga, dont on a parlé, qui a lutté pendant 40 ans contre les Portugais. Elle est morte en 1663. Ranaval III, qui a soutenu la résistance anticoloniale dans son
son pays. Donc, il y a eu plusieurs exemples de femmes de pouvoir. Chez les femmes du peuple, on remarque qu'au Nigeria, par exemple, les femmes du marché ont joué un rôle très important dans la lutte contre la colonisation, dans la mesure où elles pensaient, chaque fois qu'il y avait de nouvelles taxes, par exemple, qui essayaient de réduire leur pouvoir, elles ont mené des marches, elles ont mené des résistances très très fortes depuis les années 1920 jusqu'au moment de l'indépendance contre les colonisateurs. Sylvia, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. J'ai deux originaires de la Caraïbe, Carokera comme on dit, Moun Kapale créole, où le potomitan de la citoyenneté se trouve être les femmes. Vous confirmez? Et moi j'ai une question à poser justement. À qui? À moi l'historienne? Non, à tout le monde. À tout le monde. Non, c'est une question qui m'interpelle parce que justement c'est par rapport à la femme, par rapport à justement ce côté matriarcal des femmes, et en même temps elles sont les premières victimes, souvent on le voit, de la pauvreté dans le monde. Je ne comprends pas, et peut-être que Sylvia pourra nous expliquer, j'en sais rien, peut-être j'en sais rien, je me permets à Mobé, le paradoxe entre la puissance de ces femmes, on le voit dans ce reportage, le pouvoir qu'elles ont, les sociétés matriarcales et en même temps première victime de tout. Et ce que je peux dire, c'est qu'il y a eu des influences extérieures qui ont réduit le rôle de la femme. Au moment de l'islamisation du continent africain, plus la colonisation et la christianisation par des sociétés patriarcales, toutes ces femmes de pouvoir en Afrique ont été reléguées à des postes de domestiques, de servitude. Et au fur et à mesure que les sociétés africaines s'occidentalisaient, le rôle de la femme a été réduit. Deuxième phase, au moment où on préparait les indépendances, on a imposé donc aux leaders nationalistes que ce serait le suffrage universel qui devait compter. À ce moment-là, tous les partis politiques en formation se sont tournés vers les femmes pour avoir leur vote. Et quand il y a eu les indépendants, donc ces femmes se sont jetées à corps perdu dans la lutte pour la colonisation. Elles ont posé un certain nombre de revendications pour l'amélioration du statut des femmes, notamment sur le plan de la justice, du mariage, de la polygamie, de et la certaines se sont battues aux côtés des hommes. Et voilà. à la suite des indépendances, elles ont été mises à l'écart. Et là, pourquoi, on leur a selon répondu, justement, nos nouveaux chefs d'État leur ont répondu que les problèmes des femmes n'étaient pas prioritaires par rapport aux problèmes de développement. Et on se disait bien aussi qu'il y avait quelque chose. Et c'est pour ça qu'il y a eu une énorme frustration et beaucoup de femmes qui s'étaient battues. On a parlé de Funmilayo Kuti, qui a été la première femme dans la délégation nigériane à aller négocier l'indépendance du Nigeria à Londres en 1953. Oui. Et elle a été complètement écartée après. Sylvia, je m'adresse un peu à vous, Christine. Vous avez officié au cœur du CSA, qui est une institution qui vise aux équilibres. Il est question de sexisme, de phallocratie. Tous les continents sont frappés par ces fléaux. Malheureusement, oui, effectivement, ça se voit, ça se sent. Par exemple, la monoparentalité, le fait que les femmes monoparentales sont victimes de la pauvreté, c'est juste international. Les violences conjugales. Les violences conjugales. On voit effectivement que les femmes sont victimes de façon au niveau international. Et c'est incroyable, c'est touchant. Alors, par contre, ce qu'on peut voir, il y a peut-être quelques petites différences. Je ne parle pas de la victimisation, mais je parle de, par exemple, l'accessibilité des femmes à des postes politiques de pouvoir. On voit, par exemple, que dans le continent africain, c'est beaucoup plus présent. C'est-à-dire que les femmes réussissent beaucoup mieux à s'imposer, par exemple, qu'ici en France ou en Europe. Mais ce qui est de la souffrance des femmes, le fait qu'elles soient victimes, le fait qu'elles ne soient pas, par exemple, même sur les plateaux télé, des expertes, mais qu'on mette surtout des hommes, tout ça participe et entretient la souffrance parfois invisible et indicible des femmes. Au niveau international. Oui, à titre personnel, est-ce que, par exemple, vous êtes pour la féminisation des locutions qui qualifient les femmes? Parce que ça, c'est un débat qui paraît anodin, mais qui porte même la charge de ces stigmates. Moi, je ne sais pas, ça m'est égal. Ça m'est égal qu'on m'appelle directrice ou directeur général. L'essentiel, c'est que lorsque vous avez affaire à moi, directeur général adjoint ou directrice générale adjointe, lorsque vous avez affaire à moi, vous avez affaire à quelqu'un de qualité. Et le rendu est de qualité, il est professionnel. C'est ce qui est important pour moi.
Est-ce qu'on pourrait imaginer une suite Reine d'Afrique et héroïne de la diaspora, une suite avec des figures contemporaines? Je suis en train de travailler de terminer un nouvel ouvrage qui s'appelle Résistance féminine et panafricanisme. Et là, je travaille surtout sur les femmes qui ont mené des luttes de résistance du XVIIe siècle jusqu'au XXIe siècle. Et je termine donc sur des femmes plus contemporaines, donc au Brésil, en Afrique, comme Ellen Johnson Sirleaf ou bien Wangari Maathai, que j'ai bien connu, des femmes comme ça qui ont mené des combats. Et je voudrais juste ajouter un petit mot. C'est vrai que les femmes souffrent, mais il ne faut pas oublier qu'en Afrique surtout, c'est elles qui portent le continent à bout de bras en travaillant par leur travail, que ce soit dans l'économie informelle. Elles éduquent les enfants et elles arrivent toujours à se débrouiller, même en multipliant des petits emplois pour éduquer leurs enfants, les envoyer à l'école. Nous avons aussi des femmes analphabètes, des commerçantes qui importent des containers de marchandises d'Inde, de Dubaï et qui envoient leurs enfants dans les meilleures universités américaines ou occidentales sans l'aide d'un homme. Donc c'est vrai qu'il y a cette misère, mais il faut toujours reconnaître que la femme africaine est très forte et qu'elle essaie toujours de relever la tête. Vous avez bien fait de le signaler, c'est la raison pour laquelle nous avons à nos côtés une femme qui est l'incarnation de cette excellence que porte toute une nouvelle génération de femmes. Merci à vous Sylvia Serbin, merci Christine Kelly. De nombreuses activités, la Fondation Cas d'urgence, mais d'autres encore, des livres, voire plus, si affinité. Je propose, avant de vous quitter, de découvrir cet état des lieux que nous pouvons dresser de la place qu'occupent les femmes dans la société contemporaine. Regardez. Avec un leadership important en faveur de la parité et une égale représentation au sein des gouvernements, notre continent poursuivra ses progrès constants en matière d'éducation des femmes et d'égalité d'accès aux services. Pour chaque femme présidente, pour chaque femme sénatrice ou chef d'entreprise, des millions d'autres sont maintenus dans la servitude, relégués au bas de l'échelle sociale. Sur les 1,3 milliard de personnes vivant dans une pauvreté extrême, 70% sont des femmes. Prix Nobel de la paix 2011 en compagnie de deux grandes militantes associatives, dont sa compatriote Lema Bowie, Ellen Johnson Sirleaf a été réélue la même année à la tête du Libéria. Elle reste à ce jour la seule africaine à avoir été démocratiquement élue présidente de la République. Après Ellen Johnson Sirleaf, nous avons eu Joyce Banda qui a quitté le pouvoir. Nous avons une qui est par intérim en Centrafrique, mais nous pensons qu'on va bientôt assister à une arrivée massive des femmes dans la compétition. Dans certains pays, il y a des avancées. L'une des plus symboliques, à mon avis, c'est celle réalisée par l'Union africaine, qui a instauré la parité parfaite au niveau des postes de commissaires. Il y en a 10, 5 femmes, 5 hommes, parité parfaite. Et ça, c'est une avancée extraordinaire. En Afrique subsaharienne aujourd'hui, 22,5% des parlementaires nationaux en moyenne sont des femmes. Avec le Rwanda, leader mondial en la matière, le Sénégal et l'Afrique du Sud font figure de modèle sur le continent. Dans chacun de ces pays, près de la moitié des députés sont des femmes. Cependant, la participation des Africaines à la vie politique reste limitée et pleine d'obstacles. Nous sommes dans des sociétés où le patriarcat est quand même encore très présent, avec des facteurs socioculturels qui font que les femmes doivent d'abord faire leurs preuves dans la sphère privée avant d'être acceptées dans la sphère publique. J'ai l'impression que c'est plus difficile en Afrique. Parce que l'Afrique, quand même, a conservé ses pratiques traditionnelles. Et la plupart des gens se trouvent au milieu rural. Et là, c'est les traditions qui gèrent les relations sociales, qui gèrent les relations hommes-femmes. Justement, les femmes rurales constituent aujourd'hui un quart de la population mondiale. Et en Afrique, leurs activités sont essentiellement agricoles. Elles travaillent en moyenne 16 heures par jour et quasiment tous les jours de la semaine.
Élément clé du système de sécurité alimentaire, elles produisent et distribuent une part importante des récoltes vivrières. Les femmes ont pris le pouvoir de manière très concrète dans ce qu'on appelle l'économie informelle. C'est-à-dire, tant que personne n'a besoin de les nommer pour avoir des postes, elles prennent elles-mêmes, elles s'occupent des familles, elles font du commerce. Et on estime que 80% du commerce transfrontalier est tenu par les femmes. Voilà, elles demandent la permission de personne. Nous avons pris un décret pour l'enregistrement des exploitations agricoles. Ce décret décrit et détermine les relations entre le chef d'exploitation et les membres de son exploitation, y compris les femmes. La femme n'est plus considérée dans ce cas comme un objet, il est considéré comme une actrice à part entière de l'exploitation familiale. Rendre les femmes autonomes, c'était l'un des objectifs du 2e Forum mondial des femmes francophones qui s'est tenu l'année dernière à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Principale recommandation de ce forum, l'école obligatoire pour les filles jusqu'à l'âge de 16 ans. La femme rurale représente 70% de la population féminine globale. Mais beaucoup de choses restent à faire. En termes d'éducation, tel que j'ai suivi les recommandations, qui est le thème global, la plupart des filles en milieu rural n'étudient pas. Autre constat, dans le monde francophone, plus de la moitié des étudiants sont des femmes. Pourtant, elles sont moins de 15% à occuper ensuite des postes à responsabilité. Dans nos universités, les femmes avancent rarement. La contrainte familiale est là, très pesante. Mais il y a la contrainte masculine aussi qui est là, ces hommes qui n'aiment pas être dirigés par les femmes. Vous avez beau être intellectuel, aujourd'hui, si vous rentrez à la maison, c'est vous qui mettez la table. Il faut qu'on change un peu le paradigme. Un changement de paradigme auquel devrait désormais s'atteler la Canadienne Michaëlle Jean, très heureuse d'entamer ce mandat. Récemment élue à la tête de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Retroussons nos manches. Le chemin sera long, il sera parfois ardu, mais nous en sommes capables. Merci beaucoup. Cette africanité qui évoque ce mois-ci le thème des femmes de pouvoir, rencontre à présent avec 2 nouvelles invitées au parcours d'exception. Rekia Madougou, bienvenue. Merci. Sur ce plateau de TV5 Monde, vous êtes béninoise, experte internationale, mais pas seulement. Vous êtes également ancien garde des Sceaux, ancien ministre de la Justice. Vous avez également été porte-parole du gouvernement, ancien ministre de la Microfinance, de l'Emploi. Vous avez fait beaucoup de choses. Et le tout, je dois le préciser, à moins de 40 ans. Quel parcours. On en reparle dans quelques instants. À nos côtés également, Madame Aris Marchand. Vous êtes franco-camerounaise. Vous êtes présidente d'IFAFE, qui est une fédération d'initiatives de femmes d'Afrique et d'Europe. Vous êtes m'a-t-on dit, la seule femme d'origine africaine à avoir été nommée au Haut Conseil national des associations en France, de mémoire par le Premier ministre de l'époque, M. François Fillon. Alors, Rekia, on a vu dans le sujet qu'il y a beaucoup de disparités, hein, hommes-femmes. Est-ce que, finalement, il ne va pas falloir imposer des quotas? Merci. Je voudrais simplement dire que pour moi, la question de quotas est un peu une solution à double tranchant. Les constitutions modernes, toutes les lois fondamentales de nos jours prônent l'égalité. On parle d'égalité. Et qui parle d'égalité plutôt devrait parler de parité. Mais lorsqu'on s'avance vers la notion de quota, c'est une façon de se dire, bon, ben, peut-être dans un premier temps, on accepte un quota de 30% et puis après, ça va évoluer. Sauf que ça n'évoluera presque jamais. En définitive, si on veut avoir les femmes dans les instances de prise de décision représentées de façon paritaire par rapport aux hommes, au-delà des lois qui doivent porter l'égal accès aux fonctions pour les hommes et les femmes, il faut aussi trouver des accompagnements en matière d'instruction. Madame Aris, vous êtes une femme de terrain. Est-ce qu'il faut aller aussi loin que dans certains pays scandinaves où lorsqu'il n'y a pas de femmes au cœur des conseils d'administration des grandes sociétés, on liquide la société et certains partis politiques, notamment en France, préfèrent payer des amendes plutôt que de respecter les quotas? C'est bien pour ça que, en ce qui nous concerne, les militantes sur le terrain, nous acceptons qu'on mette des quotas. Parce que si on n'impose pas et si on ne condamne pas les entreprises qui ne veulent pas passer à l'acte, il y a les textes de loi qui ne sont pas appliqués. Je prends le cas de la France. On a encore aujourd'hui en France des chefs d'entreprise qui ne sont même pas au courant du texte de loi qu'on appelle Copé-Zimmermann,
qui reste dans les tiroirs et c'est pas appliqué. Alors si c'est pas appliqué, ben, ils acceptent de payer des amendes, mais au moins on passe par là. Cela dit, le terrain nous reste encore. On occupe le 8 mars, Absolument. on sait ce qu'il y a à faire. Absolument. Alors, comme disait Francis Bébé, on parle toujours de la condition féminine, hein, pas assez de la condition masculine. Est-ce qu'il ne faudrait pas, vous parler d'éducation tout à l'heure, est-ce qu'il ne faut pas aussi éduquer les hommes? La plupart donc, des programmes de promotion de la gente féminine intègrent effectivement le rôle et la place de l'homme. Mais moi, je pense que pour aller plus loin et pour que l'homme devienne effectivement un acteur de cette transformation positive que nous voulons dans nos sociétés, il faudrait donc lui donner ce rôle. Parce que, je donne un exemple, il y a certains pays qui en arrivent à sensibiliser les hommes de sorte à ce que ce soit eux qui soient les porteurs d'initiatives de loi tendant effectivement à créer Est-ce que ça ne commence pas à la maison? On parle d'éducation. Est-ce que finalement, lorsqu'on dit au petit garçon, tu restes au salon et toi, la petite fille, tu accompagnes ta maman à la cuisine, est-ce que ça ne part pas à la base? C'est à la maison, c'est la base. Ça, c'est la base, puisque la famille est la première cellule. Hein, donc, Madame Harris, ça doit commencer à la maison. Parce que nous avons encore le poids des cultures, je prends le cas en Afrique, le poids des cultures qui nous empêche de donner une éducation égale entre garçons et filles. Et dès qu'on essaye d'ailleurs de l'approcher ou de l'enseigner, je prends le cas ici, dans les écoles primaires, on a vu, ça a été pratiquement des émeutes dans certains quartiers, alors que c'est à partir du bas âge qu'on peut donner cette éducation, car quand l'homme est déjà adulte, certes, il faut peut-être leur confier la responsabilité d'écrire ces textes des lois, mais de les appliquer aussi. Dans les formations du genre, on voit très peu d'hommes. Pourquoi? C'est pas normal. Il faut que les hommes participent à ces formations pour comprendre déjà cette problématique, cette approche genre. Evelyne Tall, l'éducation primordiale, il y a une fondation au sein de votre groupe. J'imagine que c'est l'un des axes de priorité, d'engagement. Il est important qu'on ait l'éducation des femmes. Et au niveau de notre fondation, donc, nous finançons beaucoup des programmes d'éducation, d'entrepreneuriat, la santé. La culture également joue un rôle extrêmement important. Mais pour moi, l'éducation est à la base de beaucoup de choses. Alors, Rekia, vous êtes l'experte de l'économie inclusive qui prend en compte toutes les composantes de la société. Est-ce que pour vous, c'est la solution pour que les femmes deviennent définitivement indépendantes ? Écoutez, tout à l'heure, on a bien entendu, 75% de la population rurale est féminine. Et c'est cette population qui massivement vit la discrimination. Il suffit simplement aujourd'hui de se dire que si on ne crée pas des canaux de financement de l'économie inclusive, on ne peut pas aider ces femmes à s'autonomiser, à sortir de l'extrême pauvreté, à grandir de façon progressive et à continuer à s'autosuffire et surtout à satisfaire les besoins de leur famille. Nous ne saurions finir ce plateau, cet échange entre vous, sans évoquer l'engagement des femmes, des militantes. Vous avez accompagné certaines d'entre elles, membres de l'ANC, Dulcie September. Le rôle des femmes est primordial dans l'avancée des idées du cœur du continent. Absolument. On sait très bien, même pour les luttes contre l'apartheid, pourquoi est-ce qu'on a le 9 août en Afrique du Sud? C'est parce qu'on se souvient très bien lorsque ces mamans se sont avancées à Pretoria pour dénoncer la situation de l'apartheid à l'époque. Et puis, on connaît bien les mamans qui ont accompagné des luttes, des indépendances qui ont été dans les maquis et dont on parle très peu. Et c'est des femmes qui, grâce à elles, nous sommes aujourd'hui ici. Merci à toutes les deux. Madame Harris, je rappelle que vous êtes la présidente d'IFAFE, qui est une fédération d'initiatives de femmes d'Afrique et d'Europe. Merci à vous, Rekia Madougou, ancien ministre, plusieurs casquettes, experte internationale. Experte ou expert, alors? Peu importe, l'essentiel, c'est le contenu. En finance inclusive, je vous propose de dresser un panorama de quelques-unes des grandes lignes de l'actualité des semaines écoulées. Voici pour nous le ZAP Africanité. Robert Mugabe, 91 ans, a été désigné à la présidence tournante de l'Union africaine. Le président zimbabwéen, qui est au pouvoir dans son pays depuis 35 ans, prend donc les rênes de l'institution. Des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Bujumbura. Une marche jusqu'au palais de justice. Ils demandent la libération du journaliste Bob Rugurika. C'est ma façon de résister contre l'injustice sociale. On passe à l'attaque, on passe à l'action, on passe à l'attaque, on passe à l'action. Mieux vaut tard que jamais, on passe à l'action.
Le président tchadien, en chef de guerre, a accompagné ses troupes jusqu'à la frontière. Idriss Déby qui a lancé un appel aux autres pays de la région afin qu'ils s'unissent pour combattre les islamistes nigérians. Votre alliance ne mènera à rien. Rassemblez toutes vos armes et affrontez-nous. Vous êtes les bienvenus. Il y a un message que je veux adresser à la communauté internationale et aux plus grands pays. Faites votre travail. Ne faites pas la leçon, faites l'action. Nous mourrons pour le Nigeria. Nous voulons la paix. Nous sommes prêts à combattre ces insurgés. Fluidité, design, voilà à quoi ressemblera le métro d'Addis Abeba. Dans quelques mois, la capitale éthiopienne sera la première d'Afrique subsaharienne à se doter de cette technologie de pointe. C'est ici, à l'hôpital Redemption de Monrovia, que les premiers tests sont effectués. 2 vaccins contre Ebola vont être inoculés à une vingtaine de personnes dans un premier temps. Si tu as peur, c'est sûr que tu vas perdre le combat. Boxer n'est pas facile, c'est beaucoup de travail. Et je veux devenir une grande championne. Les nouveaux champions d'Afrique en provenance de Guinée équatoriale. Une fête gigantesque au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'Algérienne Assia Djebar, grande voix de l'émancipation féminine, est décédée à 78 ans à Paris. Assia Djebar avait été élue à l'Académie française il y a 10 ans. Elle a toujours milité pour le droit des femmes, notamment des femmes musulmanes. André Brink est mort dans l'avion qui le ramenait de Belgique. Il venait d'être fait docteur honoris causa de l'université de Louvain, très affaibli, mais physiquement seulement. Tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, la nécessité de continuer à chercher des réponses et à dire non, comme le faisait Antigone. C'était le Zap Africanité. Vous regardez Africanité sur TV5 Monde. Vous pouvez réagir à cette émission, nous susciter quelques autres idées pour alimenter la conversation en allant sur les réseaux sociaux. Vous pouvez commencer par tv5monde.com et notamment découvrir le parcours édifiant de notre invitée aujourd'hui, Evelyne Tal. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe du groupe Ecobank. L'actualité eu égard aux fonctions que vous occupez, j'imagine que vous en êtes une analyste particulièrement attentive? Absolument. Peut-être deux commentaires là. Le terrorisme islamique qui gangrène nos sociétés. On a besoin de tout sauf de cela en Afrique. Ça n'a rien à voir avec l'islam. Ça n'a rien à voir avec ce dont on a besoin. On a besoin de développement, on a besoin de paix sociale. Donc ça, c'est un sujet qui m'attriste et j'espère que ces terroristes seront très très vite vaincus. Mais en même temps, lorsque je vois le métro d'Addis Abeba, j'ai vu les travaux puisque je voyage partout et que je vois la belle équipe ivoirienne qui a gagné la Coupe d'Afrique dans des conditions où il y a quelques mois on pensait qu'on n'aurait pas de Coupe d'Afrique pour cause d'Ebola. Rendez-vous compte, ça c'est l'Afrique qui gagne. Et donc c'est cette Afrique qui fait que je ne perds pas espoir lorsque je sillonne cette Afrique, et c'est pas souvent facile, mais que je me dis, mes collègues et moi, et que nous nous disions que nous contribuons un tant soit peu à la construction de cette Afrique, je préfère garder l'image de l'Afrique qui gagne et espérer que tout ce qui nous empêche d'avancer sera éradiqué. L'Afrique qui gagne, c'est celle aussi qui n'oublie pas tous ses enfants, ceux de la diaspora. C'est ainsi que je vous présente une héroïne, quelqu'un que beaucoup admirent, parfois même en cachette. C'est vous, Firmin Richard, soyez la bienvenue aux côtés d'Evelyne Tal. Vous avez d'ailleurs un point commun. Vous êtes venue, entre autres, nous parler de votre statut de présidente du prix du jury du court-métrage du prochain FESPACO. Et vous, en tant qu'institution bancaire, vous appuyez ce prix. Absolument. Absolument. On a même financé l'artiste burkinabé qui a fait le buste d'Ousmane Sambane et la Fondation est très engagée par rapport à ce prix. Soyez la bienvenue, Firmin Richard. C'est un honneur, j'imagine, pour vous d'aller au FESPACO et de succéder à une autre caribéenne de talent. La femme la plus puissante à Hollywood se trouve être française et caribéenne, c'est Eusanne Palsy, qui a été la première femme présidente du jury du FESPACO et vous lui succédez. Effectivement, je suis très flattée de me retrouver justement à succéder à Eusanne. C'est la première fois qu'on me demande que je suis invitée en tant que jurée et encore présidente du jury.
c'est la encore catégorie court-métrage. Absolument. Alors justement, il y a quelques mois, vous avez lancé alors c'est un tout autre domaine, hein, mais vous avez lancé une ligne de vêtements, oui. Osons la couleur. Oui. Alors aujourd'hui, vous ne l'avez pas osé. Mais c'est peut-être parce que vous venez à Africanité. Non, pas du tout, en fait. Je pense que je voulais porter une veste et je me suis dit, parce qu'il fait froid et j'ai mis, mais bon, c'est vrai, mais j'aime bien la couleur. Je dis aux femmes rondes, surtout oser la couleur. Et c'est pour cela que j'ai lancé une ligne de vêtements avec beaucoup d'imprimés, beaucoup de couleurs, sur fond noir ou rouge, mais quand même... mais c'est aussi pour lutter contre les préjugés, cette ligne de couleur, Firmin. C'est un engagement fort de votre part. Oui, parce que d'abord, parce que nous avons du mal, nous, femmes rondes, à trouver des vêtements à notre taille. Souvent, on nous répond de façon assez ironique, pas ironique ou un peu... Moi, quand je vais rentrer dans un magasin, je demande tout de suite quelle est la plus grande taille que vous ayez. Et quand on me dit 44 de nerfs, bon, tu n'as rien à faire ici, ça m'a vexé un peu. Et donc, j'ai osé, avec 46 et plus, qui est un styliste que je connais depuis très longtemps, Edmond Boublil, qui m'a beaucoup habillé sur certains films, et qui ose déjà la couleur, j'ai lancé avec lui une ligne de vêtements. C'est ainsi qu'on vous aime, spontané. Je peux d'ailleurs vous inviter à participer à une autre célébration de la mode et de la beauté. Du côté de Trècheville, en Côte d'Ivoire, le créateur Cis Saint-Moïse organise le Nzassa Festival. Ce sera du 19 au 22 mars prochain, avec force personnalité, Patéo, on peut citer Angie Bell, oui, Collet Soardo. Je suis sûr que par piston, on peut vous avoir un billet d'avion direct. Avec plaisir. Absolument. Voilà, faut voir avec Christian. Et nous en avons parlé dans cette émission même le mois dernier avec Rebecca Ayoko qui était la marraine des castings qui ont été organisés pour les mannequins pour cette manifestation qui aura lieu du côté de Trècheville, effectivement, du 19 au 22 mars. Et nous essayerons de voir pour Firmin Richard une invitation. Parce que là, c'est pour moi aussi. Alors, j'ai un quiz maintenant à vous proposer. Vous pouvez tous participer. Il n'y a pas de sectarisme, hommes comme femmes. Quel est, selon vous, le pourcentage de femmes PDG de grands groupes mondiaux? C'est suite à un rapport de l'Organisation internationale du travail qui a sondé 108 pays. Alors, selon vous, il y a 99%. Non, c'est une blague. Quel est le pourcentage de femmes qui président des groupes mondiaux? 10%? 10% à gauche? 5. Moi, je dirais moins de 10, entre 5. Eh bien, bravo, 5%. 5% alors qu'un homme sur deux est une femme à l'échelon de la planète. Seulement 5% des femmes président de destinée. C'est très dommage. C'est très dommage parce que, en fait, pour moi, il est impensable de se priver de la moitié des talents que les femmes représentent. Vous ne pouvez pas faire fi de la moitié de l'humanité. C'est très dommage. Alors, un village interdit aux hommes, je ne sais pas si ça vous branche, et ça se passe dans un pays qui est le Kenya, que vous connaissez bien. Interdit aux hommes? Interdit absolument aux hommes. C'est le village Umoja. Il est absolument interdit aux hommes. Est-ce que c'est une idée trop radicale pour vous? Trop radicale. À moi. Trop radicale, je pense. Non, mais il faut préciser que ce sont des femmes qui ont été violentées et elles ont eu cette initiative de créer un village où elles voulaient justement se préserver des violences qu'elles avaient subies. Et donc, ça s'appelle... Mais c'est des femmes qui vont éduquer des enfants. Dans quelle sorte de société vont-elles les éduquer? On a un rôle complémentaire. Moi, je suis complètement contre l'exclusion d'une partie de la société, que ce soit les hommes ou les femmes. Vous savez, aux Antilles, nous sommes... aux Antilles, généralement, on parle de société matriarcale. C'est généralement les femmes qui élèvent les enfants, oui. Mais ça ne nous empêche pas d'avoir des machos chez nous. Hein. Et pourtant, ce sont les femmes. La génération d'avant, effectivement, on a fait presque des irresponsables à certains moments, à trop les couver. Et l'un n'empêche pas l'autre. Voilà. Mais pas d'exclusion. Pas d'exclusion. Alors, je propose à présent de tourner une page cinématographique, place au cinéma. Lise Laure, on va faire un tour du côté de l'océan Indien, à Maurice, pour découvrir le tout premier film de quelqu'un qui s'appelle David Constantin. Je propose tout de suite de découvrir son film à travers un extrait de la bande originale qui l'accompagne. Quand motiné, bolon papa une suive tradition, l'inan thermolombri ici. Nous tout attassés ici. Attendez, Enzo Béatrice. La plupart d'entre autres qui là, ont toujours travaillé ici.
C'est plus facile pour avaler les livres arrêtés la gazette. Quand on toujours travaille pour les autres, on peut remettre une grande licence. Pas de nouveau développement dans l'endroit garantit l'avenir des autres enfants qui ne peuvent plus être primés d'accord. Nous sauver, madame, c'est le travail, sinon là. T'as que toi, moi, là. Donne-moi y aller, pas qu'y aller, avant qu'il m'écrase des cuillères de la casa, les restes. Je veux dire, les amis, Moutine Tombli. Qui c'est ça? Femme là? Penasi, mais ça marche. Ban touriste. Pas ça qu'ils ont trop dit. Perfecto. C'est la page cinéma d'Africanité, L'Ombrase Cannes, tout premier film de David Constantin. Nous sommes au cœur de l'océan Indien, l'Islore, des beaux paysages, des champs de canne à sucre, un décor qui nous permet donc l'appréhension de cette parcelle d'humanité dans l'océan Indien. Mais derrière ce décor naturel et idyllique, vous avez découvert une tragédie, une triste réalité? Oui, c'est cette dure réalité, vraiment, c'est la descente du monde aux enfers, la descente aux enfers du monde agricole. L'Ombrase Cannes, ça veut dire l'ombre de la canne. Et le film parle en fait de 7 copains qui ont la cinquantaine et qui vont assister impuissants à la fermeture de leur usine. Alors, vous savez, pour eux, c'est comment ils sont tiraillés parce qu'ils sont attachés à leur terre. C'est même un bouleversement quand ils vont apprendre que sur leur terre, on veut construire un golf et des maisons de luxe. Alors, je demande juste à Firmin, est-ce que c'est un parallèle qu'on peut faire avec les Antilles? Tout à fait, parce que nous avons aussi assisté impuissants dans les années 60, 70 à la fermeture de toutes les usines en Guadeloupe. Et quand je vois effectivement comment on coupe la canne maintenant, ça a été ça pendant longtemps. Avant, c'était avec la hachette, enfin, il y avait les coupeurs et les attacheuses. C'est les femmes qui attachaient les cannes. Et après, ça a été faire brûler le champ de canne et avec les appareils, les couper. Et c'est vrai que c'est exactement ce que nous avons vécu il y a quelques années. Et ça nous rappelle une chanson célèbre du Martiniquais Kali, Il à vendre, parce que les questions de possession territoriale sont extrêmement sensibles puisque nous sommes par définition sur des îles. Oui. Mais j'ai une question à vous poser supplémentaire, Firmin Richard. Comment se fait-il que vous ayez toujours cet accent après avoir vécu autant de temps? Vous êtes un peu la Jane Birkin du patrimoine français. Jane Birkin, ça fait 40 ans qu'elle est en France et elle parle toujours avec un accent. Moins de 50 ans, 49 ans. Mais bon, la Guadeloupe, c'est quand même la France, quoi qu'il en soit. Ah ben non, pour moi la Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, la France, c'est la France. Vous arrêtez avec ça tout de suite. Vous arrêtez avec ça tout de suite. La Guadeloupe, c'est la Guadeloupe, la France, c'est la France. Et je suis en France, je suis née en Guadeloupe et je suis guadeloupéenne. OK? Bon, une fois ça dit, votre enracinement, il est réel. C'est moi. Je suis moi. C'est ce qui fait ma différence, c'est ce qui me fait moi. Donc, dès le départ, personne n'a parlé de mon accent. Quand j'ai eu l'occasion, on m'a fait la remarque. Une fois, ça a été avec François Ozon. Quand j'ai fait le casting avec lui, il ne m'a jamais parlé de mon accent. Et puis un jour, mais j'étais quand même perturbée par une chose. Il m'avait dit, est-ce que tu ne pourrais pas me le jouer un peu comme ça? Alors moi, je lui ai envoyé un courrier pour lui demander s'il avait un problème avec mon accent. Il m'a dit que non, donc tout était clair. Il n'a pas osé. Pour François, que les choses soient claires. Non, c'est moi. Vous revendiquez cet ancrage. Oui, au sein de votre groupe, c'est presque pas la tour de Babel parce que tout le monde s'entend, mais c'est l'international panafricaine. Tous les accents, toutes les langues s'y retrouvent. Tous les accents, toutes les langues s'y retrouvent. Pour nous, en fait, on va au-delà des frontières, on va au-delà des nationalités, on veut montrer l'Afrique unie qui construit l'Afrique de demain. Donc, pas de problème. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Firmin Richard? Vous partez bientôt en fief du Moronaba, au Burkina Faso. De nombreux projets, on vous a vu en politique, la culture, ça vous taraude permanemment, l'engagement, le parrainage à des causes. Je peux déjà vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Gospel sur la colline, et qui sera à partir de septembre aux Folies Bergères. Et vous viendrez nous en parler ici dans Africanité, donc avec plaisir, je viendrai. Et donc, si j'ai encore... Et alors, je peux aussi vous dire qu'il y aura une suite à La Première Étoile, puisque Lucien Jean-Baptiste me l'a dit. Donc, c'est vraiment des projets qui me tiennent à cœur. Et bon voyage. Je pense que je vais passer un très beau
Faire un beau séjour, un beau Et séjour bon FESPACO. Merci en pile, comme on dit du côté de chez vous, en Karaokera. Je vous propose de découvrir une jeune artiste qui incarne justement la nouvelle génération d'écriture de la musique africaine, est originaire du Cameroun. C'est son 3e écrin qu'elle nous fait découvrir. Voici un extrait par clip vidéo interposé. C'est Charlotte Dipanda. Regardez. Non, non, maman ne l'a pas, non, maman ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non, et oui, elle n'a pas les, maman ne l'a pas vu, non, 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 maman n'a pas vu, maman n'a pas vu, non, non, elle ne l'a pas vu, non, 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 elle ne l'a pas vu, non. L'album s'appelle Massa. Je le garde très jalousement et je le partagerai avec vous, Evelyne Tal, tout à l'heure. Elle s'appelle Charlotte Dipanda. C'est son 3e album, Sur sa route des géants, de Jacob Desvarieux à Richard Bonnat. C'est la nouvelle étincelle d'une nouvelle génération d'écriture africaine. Nous sommes très heureux d'accueillir Charlotte Dipanda. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci. Merci d'être là. Une date importante pour vous, la sortie de cet album qui est sous-tendu par une vaste tournée et un point d'ancrage à La Cigale. Ce sera le 8 mars. Une date symbolique pour toutes les femmes. Tout à fait. Tout à fait. Ça s'annonce bien? Il y a un peu de pression, mais ça va. C'est-à-dire, mais encore, sur scène, donc, ce sera quel répertoire? Le répertoire des 3 albums. Tout à fait. On va pouvoir découvrir celui-ci. Absolument. Mais il y aura, j'imagine, beaucoup de surprises également. Des surprises. J'ai hâte de rencontrer mon public, enfin. Parce que là, on sort du studio et c'est toujours mieux quand on peut redonner vie aux chansons qu'on a bercées pendant plusieurs mois, en fait. Alors Charlotte, vous êtes l'héritière d'une longue tradition de chanteuses camerounaises. Il y a Grace Deka, Anne-Marie Nzié, Bébé Manga. Alors par rapport à cet héritage, est-ce que vous vous sentez investie d'une responsabilité particulière? Absolument. Je pense que j'ai beaucoup appris de toutes ces grandes dames que vous avez citées précédemment. D'ailleurs, j'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec elles en tant que choriste. Donc j'ai beaucoup appris dans les coulisses et maintenant je suis heureuse de pérenniser un peu le travail qu'elles ont commencé depuis quelques années, en fait. Alors, Amobé disait tout à l'heure, c'est le 3e album. Il s'inscrit un petit peu dans la lignée des 2 précédents, Doubelam notamment. Et vous êtes allé chercher du côté du Cap-Vert, Césaria Evora, son arrangeur. Est-ce que c'est une volonté d'apporter de nouvelles influences, une nouvelle ouverture au Makossa? Tout à fait, c'est de montrer toutes les perspectives qu'on peut avoir, toute l'ouverture qu'on peut avoir, et puis de surtout aussi montrer la possibilité qu'on a de mélanger notre musique avec toutes les autres musiques du monde, quoi. Tout simplement. Evelyne Tal, c'est toujours émouvant de voir une jeune pousse, qu'il s'agisse d'une artiste, d'un porteur d'initiative, parce que vous êtes l'incarnation de ce groupe très puissant, panafricain, qui appuie l'économie du continent, qui connaît des relais de croissance. Le regard que vous pouvez porter sur l'étincelle qui jaillit Beaucoup d'espoir. Et encore une fois, c'est très positif pour l'Afrique. Mais pour une jeune dame comme elle, ce que je veux lui dire, c'est de continuer. Il faut avoir le courage, quelquefois ce sera difficile, mais il faut continuer dans sa voie, s'assumer complètement, assumer sa vie professionnelle, mais je tiens également à dire assumer sa vie en tant que citoyenne. Il faut jouer son rôle de citoyen, assumer sa vie en tant que mère et en tant qu'épouse. Donc sinon, on n'est pas une femme complète. Donc tous mes vœux de succès. Merci. Evelyne Tal, nous parlons livre. Vous avez un livre de chevet, vous avez un livre marquant d'enfance, de toute une vie que vous pourriez indiquer? Un livre, oui, L'aventure ambiguë, bien sûr, de Cheikh Hamidou Kane. Mais la thématique est même actuelle, parce que vous vous posez toujours la question de la globalisation. Est-ce qu'on arrive à s'en sortir ou est-ce que, comme Samba, on finira mort? Et je pense qu'il faut qu'on s'en sorte. Il faut qu'on opère dans les plus hautes sphères de ce monde global. Mais dans le même temps, il faut qu'on garde son identité et qu'on revendique qui on est. Qu'on garde cette dignité. 2 livres, Christian. Nous partons au cœur du Mali profond. Absolument. Ousmane Diarra, La route des clameurs. Et ça s'inscrit dans ce que disait tout à l'heure Evelyne Tal. Livre magnifique, c'est un roman qui s'appuie sur les événements récents au Mali, ce djihadisme qui a envahi ce pays, pour nous raconter en fait, par une métaphore,
ce que sont nos sociétés aujourd'hui dans lesquelles les hommes qui détiennent le pouvoir ont parfois envie de s'accaparer toutes les richesses tout en gardant le pouvoir. Voilà, c'est ce que Ousmane Diarra raconte dans ce livre autour de l'histoire d'une famille qui va imploser parce que quelques-uns vont adhérer à ce djihadisme internationaliste, globalisant, qu'on connaît aujourd'hui un peu partout dans le monde. Et puis petit à petit, malgré tout, au fil du roman, on va comprendre que la vie reste plus forte, la spiritualité reste plus forte, notamment le père du héros du livre, qui est un artiste, un sculpteur, ça doit parler à Charlotte, va faire en sorte que cette famille puisse renaître de ses cendres. Roman magnifique, La Route des Clameurs, ça sort chez Gallimard. Une résonance également au film Timbuktu. Absolument. Place aux paroles de femmes. Paroles de femmes avec Léonora Miano, que nous aimons beaucoup dans cette émission, prix féminin, qui publie avec 12 autres auteurs du monde noir ce livre volcanique. Une anthologie du plaisir. Anthologie du plaisir. Tout un programme. Attention. Les filles ont lâché les chevaux. Comme vous y allez. Calmez vos ardeurs, damoiseau. Non, mais c'est vraiment, c'est magnifique. Les hommes en prennent pour leur grade, mais surtout, ils apprennent. Moi, j'ai appris beaucoup en lisant ce livre sur la sensualité, sur la manière dont les femmes parlent de leur corps et parlent de leur sexualité de manière poétique. C'est romanesque, c'est génial. Ça sort chez Mémoire d'Encrier, c'est tout récent et vraiment, je vous le conseille vivement. Des femmes de pouvoir, de séduction massive, c'est le moins que l'on puisse dire. Lise-Laure Etia, un dernier pour la route, peut-être Yekini, c'est un tout premier ouvrage et c'est le prix de la révélation d'Angoulême. Voilà, je vous le recommande parce que c'est une très belle BD qui a été faite par deux jeunes auteurs français, Lisa Lucrin et Clément Xavier, et ils nous replongent dans le monde de la lutte que certainement Evelyne doit, doit connaître à travers le portrait de trois lutteurs. Alors il y a Yekini, le roi des arènes, qui est le modèle. Absolument. Il y a Tyson, l'américain, qui est excentrique. Et puis il y a Balaguer 2, qui est arrogant. Le démolisseur. Voilà, le démolisseur. Et là, ça montre un peu toutes les facettes de la société sénégalaise. Voilà, ils ont obtenu le prix Fort, qui récompense des artistes à tout début de leur parcours. Bravo. Voilà. Je voulais vous parler d'initiatives, ça va certainement vous interpeller. La culture, vecteur de développement, vecteur de cohésion multinationale, d'ancrage pour la panafricanité. C'est l'exemple que l'on peut donner autour, c'est notre coup de cœur. Le festival a déjà eu lieu, c'est le festival Amani, qui a été impulsé par une portion de la jeunesse africaine. Dans la région des Grands Lacs, l'idée c'était de faire cohabiter sur la même scène des artistes ressortissants des pays de cette région, parfois en conflit, la RDC, le Burundi et le Rwanda. C'est tout simplement génial. Festival Amani, c'était une occasion pour nous de saluer cette initiative. Je voulais vous parler également d'une autre héroïne de la pop africaine, c'est Coumba Gawlo Seck, la sénégalaise. 25 ans de carrière, célébration chez elle, chez vous donc, Evelyne Tal. Un disque d'or, des disques de platine, à ne plus savoir qu'en faire. Rendez-vous donc le samedi 21 mars prochain, sera au Grand Théâtre National de Dakar, mais également pour un grand concert giga méga populaire le 28 mars prochain. Ce sera donc au cœur du stade Alassane Djigo. C'est au quartier de Pikine. Je propose de la redécouvrir parce qu'on ne s'en lâche jamais. C'est Coumba Gawlo Seck. Une icône pour l'Afrique, fougueuse et passionnée, c'est Coumba Gawlo Seck qui regarde cette émission. M'a-t-elle confié joyeux anniversaire et donc rendez-vous peut-être avec vous, Evelyne Tal. Vous disiez que vous étiez une enfant de l'océan, Dakar c'est votre cité, cette musique ça vous parle? 25 ans pour Coumba Gawlo. Ça me parle beaucoup, j'aime beaucoup Coumba Gawlo Seck, j'ai suivi son parcours. C'est surtout le professionnalisme avec lequel elle a mené sa carrière. Mais bien sûr, Dakar me parle, les sons de cette chanson m'émeuvent même, bien que je reste panafricaniste. Mais je suis très sénégalaise au fond. Eh bien, nous irons donc du côté du Sénégal pour aller gâcher autour du Mbala. Merci beaucoup à vous.
Charlotte Dipanda, d'être passée dans cette émission. Merci de m'avoir pour invitée. nous parler de ce concert qui pointe l'horizon peu lointain. Rendez-vous le 8 mars prochain du côté de la Cigale. Nouvel album également, donc Massa. On rappelle que vous pouvez découvrir toutes les références qui ont achalandé cette émission sur notre site internet tv5monde.com ainsi que sur les réseaux sociaux. Nous terminons en majesté et en beauté en vous remerciant infiniment, Evelyne Tal, rappelons que vous êtes la directrice adjointe du groupe EcoBank, premier réseau bancaire du cœur du continent africain. Merci à tous pour votre fidélité à cette émission. Rendez-vous au mois prochain. On se quitte en musique avec Charlotte Dipanda, accompagnée à la guitare. Sue aleyamba osinyam seminam masu aleyamba magale mami suelemba sango aleyamba magale mami suelemba sango osiweleba to lokola sue aleyamba osinyam seminam